Voilà, deuxième partie de ce cours sur la délibération, cette réflexion sur la délibération, après avoir examiné le concept de délibération, voir exactement ce que ça signifie. Je rappelle la définition de base, l'examen avant et pour la décision. En voyant, nous avons vu tous les principes que cette définition pouvait receler avant et pour la décision. Je voudrais examiner à présent, dans cette deuxième partie, les difficultés plus contemporaines de notre espace public démocratique et en quoi aujourd'hui on peut considérer que ce pilier de la démocratie qui est la délibération est dans une situation de crise, on peut dire le mot crise, sans néanmoins considérer que cette crise est mortelle ou excessive. Il y a une situation de crise et en même temps on peut envisager un certain nombre d'issues et de pistes possibles, pas, disons, nier le contexte de trouble et en même temps pas l'exagérer non plus dans une crise qui serait une crise mortelle. Alors, je rappelle simplement quelques éléments supplémentaires pour dire que si on faisait une cartographie de la délibération en démocratie, on pourrait considérer qu'il y a 3 niveaux que je vais décliner très rapidement. Le niveau qu'on peut appeler parlementaire, qui correspond au peuple-État. Le niveau des médias, qui correspond à la délibération de l'opinion publique, du peuple-opinion. Et puis le niveau privé, les délibérations qu'on a entre nous et qui correspond au peuple-société. Donc 3 lieux de délibération qui correspondent aux 3 peuples, peuple-société, peuple-État, je commence par le peuple-État, peuple-société et peuple-opinion, décidément, et peuple-société. Alors, petite remarque sur le premier, le lieu par excellence, je l'ai déjà dit, de la délibération en démocratie, c'est le Parlement. Le Parlement, par définition, c'est le lieu où l'on parle. Ce qui caractérise cette supériorité du Parlement par rapport à toutes les autres délibérations, et ça c'est un point dont je crois il faut se souvenir, c'est que cette délibération est encadrée par des règles strictes, extrêmement rigoureuses, extrêmement précises, ce qui fait que le pouvoir de la majorité n'est jamais si grand qu'il fait taire les différentes minorités, mais que néanmoins les différentes minorités n'ont jamais la possibilité de bloquer le pouvoir de la majorité. Et tout cela demande des règles extrêmement précises de temps de parole, d'organisation des débats, de discussion, qui, à l'évidence, ne sont pas présents dans ce qu'on peut appeler, de manière un peu fantasmée, la démocratie directe. Pour le dire très simplement, il suffit, je pense que c'est l'expérience de beaucoup d'entre nous, d'avoir assisté à des AG un peu spontanés, de voir que ce qui caractérise les AG spontanés, pas les assemblées générales de copropriétaires ou de conseils d'administration ou d'associations, c'est qu'elles sont extrêmement peu propices et aux libertés et favorables plutôt à un système d'oppression et de prise de pouvoir par une majorité. Grosso modo, ce qui se passe dans une AG bien organisée, notamment par des professionnels, par exemple les trotskistes étaient très, très forts de cette manière, et c'était tout un art. Il s'agissait effectivement de subrepticement, quand l'Assemblée se réunissait, prendre le micro et dire « mes camarades, je vais m'occuper d'animer les débats sans bien sûr prendre la parole, mais je me contenterai de distribuer la parole ». Bon, c'est la prise de pouvoir principale, celui qui tient le micro. Et ensuite, d'organiser les débats subrepticement, sans forcément s'engager dans l'affaire, et à un moment donné, quand les choses sont mûres, procéder au vote, ayant bien compris qu'il fallait à ce moment-là, et c'était prévu à l'avance, faire venir un certain nombre de participants, alors même que les débats avaient ennuyé la plupart de ceux qui étaient là de manière un peu naïve, qui étaient partis. Et voilà, le moment du vote, c'est le moment où effectivement on voit que le rapport de force est favorable. Donc il y a une manipulation qui fait partie des grands éléments de formation de base du militant. Il y a une manipulation d'une assemblée générale, d'une délibération qui se présente comme spontanée et comme démocratique. En vérité, elle l'est très peu. Et ce qui caractérise au contraire un Parlement, c'est qu'il a des règles extrêmement précises qui empêchent ce type de manipulation.
Les règles sont très précises, sont explicites. On peut donner la présidence d'une commission à l'opposition. Enfin, il y a toute une série d'éléments qui permettent l'équilibrage, le respect de la majorité, mais aussi le respect des minorités et éviter les blocages de la décision. Donc c'est là le lieu central. À côté de ça, deuxième lieu, le lieu médiatique, qui est le lieu de l'espace public, où la parole s'exprime librement et qui a, comme son nom l'indique, fonction de médiation. Les médias, c'est une médiation entre l'État et la sphère privée. Et dans le média, on s'arrache à sa sphère privée, c'est-à-dire à ses convictions, à ses croyances personnelles, pour les transformer en opinions susceptibles d'être écoutées, entendues par d'autres et potentiellement d'influencer l'État. Et de l'autre côté, l'État a cette possibilité, et a ce devoir d'ailleurs, de faire en sorte que toutes ces décisions soient publiques, soient rendues publiques, soient publiées. Une loi ne vaut que si elle est publiée dans ce lieu qui est le lieu de l'espace public, caractérisé donc par la médiation. Troisième élément de la délibération, c'est la délibération tout à fait individuelle, celle qui nous anime le matin au café du commerce, à midi dans les déjeuners sur l'herbe, si je puis dire, et le soir dans les dîners en ville, voire après l'école, dans les goûters. Voilà, c'est la délibération, la discussion qu'on peut avoir, alors qui n'a pas toujours la décision en ligne de mire, mais qui participe de la convivialité démocratique. Ces trois éléments sont absolument indispensables. Une délibération démocratique ne peut exister lorsqu'il y a cette délibération étatique, cette délibération médiatique et cette délibération individuelle, conviviale et privée. Simplement, ce qui s'est passé, c'est que ces trois éléments se sont un peu contrecarrés. Dans le schéma originel de la démocratie, tel qu'il a été conçu par les pères fondateurs des démocraties, d'une certaine façon, le Parlement, c'est un Parlement d'élite. Ce sont les élites qui vont décider pour le peuple. Et ces élites, ces élus, par définition, font en sorte de rendre publiques leurs décisions, leurs discussions, mais demandent aux médias quasiment exclusivement d'être les porte-plumes de leurs discussions. Surtout pas les critiques, surtout pas les critiquer. Or, c'est là où les choses ont un peu changé, parce que la fonction des médias n'a pas été simplement une fonction de porte-plume, de porte-parole, d'explicitation des débats qui avaient lieu à l'Assemblée ou dans les sphères de l'exécutif, mais est devenue un élément de contrôle. Est devenu, comme on dit, un contre-pouvoir. L'opinion publique est un contre-pouvoir, un méta-pouvoir, c'est-à-dire un pouvoir qui est à côté du pouvoir, et parfois devenu aussi, et ça c'est un élément plus problématique, un anti-pouvoir. Je reprends ici l'analyse de Marcel Gauchet, qui parle bien de cet espace public comme un lieu de contre-pouvoir, de méta-pouvoir, mais aussi d'anti-pouvoir. C'est-à-dire que l'espace public tend à être un lieu, par définition, hostile à tout pouvoir, quel qu'il soit. Alors c'est très présent chez des journaux qui, par ailleurs, nous pouvons adorer lire, très drôle. Cette idée d'anti-pouvoir, c'est ce qui anime, par exemple, le Canard enchaîné. Parfois aussi Mediapart, assez souvent. C'est-à-dire des journaux qui se conçoivent comme l'adversaire par excellence de toute espèce de pouvoir, quel qu'il soit, compte tenu du fait, c'est un peu l'idéologie présente chez ces auteurs, que les vrais démocrates, ce sont les journalistes. Voilà. Donc, cette dimension contribue à fragiliser. Je rappelle encore une fois que la démocratie, c'est démos et kratos. Si le démos, à travers les journalistes, est systématiquement contre le kratos, la démocratie peut être aussi potentiellement menacée. Troisième niveau, ce sont les citoyens. C'est les délibérations publiques. Donc après l'État, l'opinion et bien il reste les citoyens. Et là, d'une certaine façon, ce qui s'est passé, c'est que le pouvoir de médiation qu'avait le journalisme traditionnel, pouvoir de critique, de contre-pouvoir, pouvoir d'anti-pouvoir, a été lui-même contesté à la faveur des réseaux sociaux par le fait que, comme on le dit aujourd'hui, n'importe quel acteur sur les réseaux sociaux devient un petit journaliste, un petit éditorialiste, un petit leader d'opinion qui
embarque avec lui, d'une certaine façon, une part importante de l'opinion et qui contribue à fragmenter l'opinion. Donc, le beau système initial, qui était contestable, un beau Parlement, des journalistes soumis et un peuple taiseux, ce beau système s'est considérablement déstabilisé. Le Parlement est aujourd'hui assez peu audible, voué au rôle de greffier de décision de l'exécutif. Les médias se gargarisent d'une logique d'anti-pouvoir et les citoyens deviennent eux-mêmes des leaders d'opinion des journalistes, contribuant à fragmenter l'espace public et du même coup à déstabiliser très fortement la décision et la délibération. Alors, cette difficulté, qui est structurelle, a été encore davantage aggravée par l'irruption des nouvelles technologies et notamment de l'Internet. Il faut essayer de comprendre d'ailleurs la structure. Pendant très longtemps, avec l'avènement d'Internet, est apparue l'idée que finalement, j'ai personnellement beaucoup à lutter avec un certain nombre de collègues qui étaient convaincus de cette idée, que l'Internet allait enfin permettre de réaliser la vraie démocratie directe. Grâce à Internet, enfin, tout le monde de sa maison allait pouvoir participer à ce qui serait une immense ecclésia, une immense assemblée. Chacun serait informé, chacun pourrait donner son avis, chacun pourrait influer sur la décision de chez lui. C'était un peu l'idée que, certes, dans un grand pays, la démocratie directe n'était pas applicable, parce qu'on est trop nombreux, on est trop loin, on ne peut pas être constamment sur le champ de la discussion politique, mais justement, Internet allait changer tout ça, et est née une nouvelle idéologie extrêmement importante qui a revalorisé l'immédiateté, la démocratie immédiate, c'est-à-dire l'idée que nous allions pouvoir déstabiliser et nous passer de toutes les institutions médiatrices, donc les médias eux-mêmes, les élections, pour pouvoir chacun décider en direct. Inutile de dire que cette illusion a vécu. Elle est derrière nous, même s'il reste quelques relents. Nous sommes passés depuis pas très longtemps, 5-6 ans, dans ce qu'on peut appeler le désenchantement d'Internet. Internet nous paraît à la fois comme quelque chose de formidable, nous n'en passerions pas, notamment aujourd'hui, où effectivement les choses de présentiel sont compliquées, mais en même temps comme étant porteur de dysfonctionnements extrêmement graves. Et donc nous sommes voués, comme d'ailleurs souvent en matière technique, à percevoir l'ambivalence de ce phénomène. Pour bien comprendre cette difficulté, il faut bien envisager qu'il y a au sein de l'Internet 3 couches technologiques qui sont très différentes. La première couche, c'est l'Internet au sens strict du terme. L'Internet au sens strict du terme, ce sont les réseaux en dur, caractérisés par des câbles, par des grosses machines puissantes, qui font que l'information se situe en réseau. C'est une naissance qui a eu lieu à partir des années 80. J'en ai un souvenir encore précis, parce que j'avais été alerté par des amis. J'étais à l'époque en Allemagne, donc dans les années 90, et on me disait, voilà, il y a un truc nouveau qui apparaît. J'ai grand visionnaire que je suis, j'ai dit, ce truc ne marchera jamais. Bon, Internet est arrivé. Et c'est donc un réseau créé à la fois par les geeks anarchistes ou libertariens californiens et par l'armée. Un mélange un peu monstrueux, typique de la culture américaine, mais c'est ce réseau. Au fond, cette première couche, elle est portée par une idéologie qui n'est pas une idéologie démocratique, qui est fondamentalement une idéologie anarchiste au sens philosophique du terme. L'anarchiste, c'est un ordre sans hiérarchie, un ordre purement horizontal. La confrontation des points de vue permet de produire un ordre sans qu'il y ait besoin d'un organe central. Internet n'a pas d'interrupteur, n'a pas de régulateur suprême, n'a pas de chef. Internet, c'est un réseau qui fonctionne tout seul. C'est donc anarchiste, c'est pas démocratique.
c'est anarchiste. La deuxième couche, c'est le web. Ce qu'on appelle le web, ce sont les applications qui permettent à ce réseau de fonctionner, d'être utile. Applications du type la messagerie, langage commun qui permettent à toutes ces informations qui sont délocalisées de se retrouver, de se communiquer. Ce sont les moteurs de recherche. Google en est l'exemple parfait. Moteur de recherche, cet Internet-là, le web, cette deuxième couche, n'est pas non plus démocratique. Elle est aristocratique et censitaire. Pourquoi ? Parce que quand vous cliquez, eh bien, vous donnez une information en même temps que vous la cherchez, et cette information fait que les informations les plus cliquées apparaissent en premier sur les moteurs de recherche. Sauf si vous êtes prêt à payer pour faire en sorte que votre information qui n'a pas encore été cliquée apparaisse en premier. Donc c'est censitaire, on paye la richesse, ou aristocratique, ce sont les plus cliqués, donc les meilleurs, si je puis dire, qui apparaissent en premier. Donc voilà, la deuxième couche de l'Internet, de ces nouvelles technologies. Première couche, l'Internet est anarchiste. La deuxième couche est aristocratique et censitaire. La troisième couche, ce qu'on appelle le Web 2.0, qui sont les réseaux sociaux. Une fois que vous avez le web, vous pouvez faire en sorte que ce web, non seulement transmette de l'information, mais crée des communautés d'amis qui vont partager, liker, détester, etc. Et ces communautés d'amis produisent une troisième idéologie, qui est une idéologie, là aussi assez nettement américaine, de type communautariste. Je suis de ma communauté, avec un petit effet pervers, c'est que, puisque je partage des informations avec mes amis, et que tous mes amis sont d'accord avec moi, à quelques exceptions près, et je finis par penser que le monde est d'accord avec moi, puisque, d'une certaine façon, seuls mes amis participent à ma discussion. Donc, de manière infinitésimale, ce communautarisme produit à une fragmentation du monde. Voilà, donc 3 niveaux. Vous voyez que dans ces 3 niveaux technologiques, l'anarchisme Internet, l'aristocratisme du web et le communautarisme du web 2.0, des réseaux sociaux, eh bien, aucun n'est favorable à la démocratie. Et d'une certaine façon, la démocratie est mise à mal par ces 3 couches de technologie. Ce qui ne veut pas dire que la démocratie n'arrivera pas, ou n'arrive pas, d'ores et déjà, à apprivoiser ces technologies pour les rendre à son service. Mais c'est là une difficulté qui est une difficulté réelle et qui produit pour le moment encore des effets pervers dont on pourrait rapidement énoncer les traits caractéristiques. Je vais le faire d'une manière un peu narcissique, en vous citant un petit passage de mon livre, Comment gouverner un peuple roi, que je vous recommande évidemment fortement bien sûr d'acheter, mais où je résume de manière assez condensée les travers de cette irruption des technologies dans la délibération démocratique. L'échange démocratique tend aujourd'hui à être saturé par ces 3 mots que sont l'indignationnisme, la transparentite et la communicationnite. L'indignationnisme, c'est la confirmation de sa propre vertu par le spectacle jouissif des vices du monde. Ces 2 piliers sont « je pense, donc je suis contre ». Deuxième pilier, les autres sont méchants, donc je suis bon. C'est une vision exclusivement morale du monde qui se situe à des années-lumière de la prise en compte de la complexité. C'est le degré 0 de la politique. Deuxième travers, la transparentite. C'est l'idée que la vérité peut et doit se donner à voir toute nue, qu'il suffit de suivre l'actualité en temps réel et en la décryptant pour avoir une représentation parfaite de cette réalité. C'est aussi prétendre décortiquer les mauvaises intentions des acteurs du pouvoir, qu'ils soient politiques, économiques, médiatiques, culturels ou intellectuels. C'est étaler les âmes toutes nues au risque de les dissoudre. C'est aussi traquer les intérêts qui motivent les actions, quitte à produire un monde sans aucun intérêt. La communicationnite, c'est l'idée qu'il suffit de dire pour faire.
C'est le triomphe sans partage de ce qu'on appelle le performatif. Au commencement était le verbe, mais ensuite et à la fin aussi. N'est donc réel, pour cette conception, que ce qui est communicable ou communiqué. Ce dont on parle est si possible beaucoup. C'est le triomphe du buzz qui gangrène même ses adversaires, car il faut bien qu'on parle d'eux. Voilà les 3 travers de notre espace public. 3 travers de notre espace public qui sont en effet des éléments qui tendent à faire en sorte que cette délibération, je rappelle encore, examen avant et pour la décision, soit traversée par des forces qui empêchent que l'examen soit efficace et qu'il débouche sur une véritable décision. Alors, que faut-il faire, que faudrait-il faire pour lutter contre ces dérives, ces dangers? Que faudrait-il faire pour éviter ces défauts? Je pense qu'on peut rester, de ce point de vue-là, assez optimiste en considérant, même si on peut être légitimement agacé par toute une série de travers de nos systèmes délibératifs, que l'on peut envisager des forces et des correctifs, des antidotes, qui sont d'ores et déjà à l'œuvre. J'en citerai pour l'essentiel 4. Premier point, encore une fois, nous sommes sortis de l'illusion de l'Internet. Nous sommes entrés dans l'âge du désenchantement de l'Internet. Nous avons vu que, effectivement, aux élections américaines, à Malte, même en France, il y avait, à l'égard de cet espace public ouvert aux 4 vents, des stratégies malveillantes à l'extérieur ou à l'intérieur qui avaient pour but de fausser les résultats. Fausser les résultats, non pas tant en essayant d'influencer dans un sens ou dans un autre, ça reste extrêmement difficile, mais plus profondément, c'était le diagnostic d'Alex Stamos, qui était responsable de la sécurité chez Facebook, et qui a démissionné pour cette raison, de faire en sorte que les fake news font que les citoyens n'ont plus confiance dans leur système démocratique, dans leur système délibératif. Donc le problème n'est pas de changer les résultats des élections, on n'y arrive pas, c'est très difficile, personne ne sait faire. Le but est de faire en sorte que les citoyens eux-mêmes soient remplis de doutes à l'égard du système démocratique et considèrent qu'il faudrait, après tout, plutôt un système autoritaire. Donc, pour lutter contre ça, d'abord, je constate que les démocraties libérales sont sorties d'une espèce de naïveté et sont aujourd'hui convaincus que face à ces attaques, parce qu'il faut bien les considérer comme telles, face à ces mauvaises procédures comme Cambridge Analytica, qui a d'une certaine façon tenté avec beaucoup d'efficacité d'influencer des élections, eh bien il faut lutter. Lutter dans le contexte de ce qui apparaît de plus en plus aujourd'hui comme une cyberguerre. Voilà. Et désormais, la plupart des armées ont pris en compte cette dimension de la cyberguerre. Il y a parfois des virus d'un autre type qui se propagent, et il faut être très attentif dans le contexte actuel à ce que le virus sanitaire ne soit pas connecté à un virus numérique. Et donc il y a toute une série de mesures à prendre. Je ne rentre pas dans les détails, mais en tout cas la prise de conscience de la part de la collectivité est présente. Deuxièmement, deuxième axe, viser la responsabilisation des GAFA. L'idée est un peu présente selon laquelle, en France en tout cas, nous avons une loi, la loi de 1881 sur la presse, qui fait on considère que les patrons de presse, les chefs directeurs éditoriaux des journaux, sont responsables des contenus qu'ils diffusent. L'Internet a voulu s'exempter de ce type de régime en disant, le patron de Facebook dit écoutez, moi, c'est pas moi, je ne suis pas responsable de ce qu'il y a sur le réseau, ce sont les individus. Le patron de Google dit c'est pas moi qui suis responsable. Eh bien, de plus en plus, de la part d'ailleurs des internautes eux-mêmes, émerge l'idée qu'il faut responsabiliser les entreprises, les GAFAM, et a fortiori aussi les BATX chinois, mais là c'est dans un autre contexte, responsabiliser parce qu'on ne peut pas considérer qu'on offre une plateforme, simplement, sans envisager des règles de fonctionnement de cette plateforme. Donc c'est le deuxième axe qui est en cours. Là aussi, les patrons des GAFAM ont bien compris que pour leur business,
pas du tout un argument moral, ils avaient intérêt à construire, à élaborer des règles assez précises qui permettent de vérifier, considérer on ne peut pas publier sur leur plateforme n'importe quoi. Troisième réponse, la réponse qui viendrait de l'autorégulation de la part des internautes eux-mêmes et des fournisseurs de contenu sur Internet. Là, il y a un certain nombre d'initiatives qui sont intéressantes, notamment celle qui a été lancée par Reporters sans frontières, qui est en route, qui vise à considérer qu'on peut établir une charte de qualité, comme les andouillettes, des informations classées AAAA, voilà, de bonne qualité. Cette charte de qualité, un certain nombre de fournisseurs d'informations s'engagent à la suivre. Il peut y avoir des bugs, mais dans ce cas-là, à chaque fois, ces fournisseurs s'engagent à publier de manière très visible leur autocritique, en disant voilà, on s'est trompé, c'était une fake news, etc. Et l'idée étant que, pour que ça ne reste pas dans l'ordre de la déclaration d'intention, que ces autorités, en quelque sorte, ces médias de bonne qualité, puissent être non seulement labellisés, mais puissent bénéficier, par exemple, de tarifs publicitaires plus intéressants. Et la collaboration avec Google, avec Facebook, avec les GAFA, de ce point de vue-là, semble s'amorcer pour faire en sorte qu'il n'y ait pas simplement une récompense morale, mais qu'il y ait aussi une récompense financière à l'égard des bons sites. Donc ça, c'est un point important, faire en sorte que l'espace public soit traversé par des règles qui ne mettent pas en péril, c'est tout le défi, les règles de la liberté elle-même d'expression. Et donc on est sur un lieu toujours très très fin, une pointe extrêmement fine, de faire en sorte que les règles permettent malgré tout la liberté d'expression. On était trop dans le libéralisme, disons, d'expressivité jusqu'à présent, au détriment des démocraties, et donc l'appel à une régulation semble de façon générale. Deuxième niveau, deuxième réponse, considérer que le rôle du Parlement doit être assez différent, ou plutôt complété par d'autres dimensions. On considère aujourd'hui que le rôle du Parlement, pour l'essentiel, c'est de voter la loi. C'est le législatif. C'est insuffisant. Et je suis ici les propositions d'un député de l'Assemblée nationale qui s'appelle François Cornu-Gentil, qui considère que cette focalisation sur le vote de la loi est très fâcheuse. Et très fâcheuse parce que, d'une part, ces lois sont pour l'essentiel conçues par l'exécutif, et le Parlement devient une sorte de greffier qui appose sa signature, du fait de la règle de la majorité, à des décisions qui n'ont pas été discutées par les représentants du peuple. Et François Cornu-Gentil plaide pour deux fonctions qui doivent non seulement s'imposer, mais prendre une importance beaucoup plus grande dans les débats parlementaires. La première fonction, c'est la fonction de diagnostic. Fonction essentielle qui consiste à dire est-ce qu'une loi est nécessaire? Faut-il une loi? Ou est-ce simplement de l'esbrouf? Faut-il une loi? Et pourquoi faut-il une loi? C'est-à-dire sur la base de quelle description du réel cette loi est-elle nécessaire ou pas? Par exemple, sur des questions comme l'immigration, sur les questions sur la sécurité, sur la question sur l'école, les lois s'enchaînent sans que le diagnostic lui-même soit l'objet d'un consensus. C'est fâcheux, et donc ces lois sont vouées à l'échec. Et deuxième mission, en plus du vote de la loi, la fonction d'évaluation. Une fois que la loi est votée, eh bien, on évalue son efficacité. Cette fonction existe, mais elle est très secondaire dans le travail parlementaire. Donc le plaidoyer de François Cornu-Gentil, c'est de dire qu'à côté de la fonction législative stricte, une fonction